Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite directe d'une vidéo faite au début de ma chaîne, qui était mon top 5 œuvres préférées. Et ben là on va partir sur mon top 10 puisque le top 5 en lui-même a énormément changé et que j'avais envie de faire le point sur mes goûts. Et bien sur ce, ne tardons pas plus longtemps et commençons cette vidéo. Petit disclaimer juste avant de commencer le top manga que je vais vous donner inclut que mes goûts personnels et ma vision personnelle d'analyse que j'ai effectuée à la lecture et même aux relectures de toutes les œuvres afin de les classer dans un ordre de préférence bien précis. Donc bien évidemment, il n'y aura pas tous les mangas que vous préférez, il y aura même peut-être votre manga préféré qui n'apparaîtra pas dans ce top et inversement, mais surtout, il faut savoir que s'ils sont dans ce top 10, c'est que c'est des œuvres que j'apprécie énormément. Au vu du nombre d'œuvres que j'ai lues et relues tout au long de ma vie, sincèrement, sans mentir, on a plus de 400 voire 500 œuvres lues au total sur mes 15 années d'expérience entre guillemets. Alors faire un top 10 de toutes ces œuvres là et de tout ce qui m'a marqué au fil de mes 15 années de lecture de manga, honnêtement, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc c'est pas parce que c'est top 10 que c'est mauvais. Et on va directement d'ailleurs commencer avec le 10e. Et à la 10e position, on a un manga qui a marqué et a su marquer les années 2000 dans cette industrie vaste qu'est le manga, et ce n'est autre que Bleach. Manga qui m'a d'ailleurs très bien marqué dans son style, puisque c'est un shonen Niketsu, mais assez différent des autres, comme par exemple Ichigo, qui bien contrairement à la majorité des autres shonen, n'est pas un gros mangeur, il n'a pas zéro de QI, et a même une vision du monde assez intéressante. Un petit début qui rappelle pas mal Seiya dans le manga Senseiya. Mais cela, je trouve, a été géré parfaitement par Tite Kubo au niveau du développement et surtout dans la trame narrative de l'histoire. J'avais d'ailleurs d'abord regardé l'animé, il m'a fait un peu grincer les dents et qui m'a pas forcément plu. Et dans ma lecture du manga, avec une gestion parfaite du noir et du blanc de Kubo, on y apprend énormément de choses et on voit que Tite Kubo gère parfaitement son manga et nous transmet totalement les valeurs qu'il souhaitait transmettre dans ce shonen. Et ça m'a aussi marqué avec Monsieur Aizen. Honnêtement, top 10 extrêmement mérité, mais pas assez bien à mon goût pour rivaliser avec le reste du top. Jusqu'à la 9e place, on a un manga de Takehiko Inoue. Je pense que d'ailleurs c'est son manga le plus populaire puisqu'il a réussi à marquer avec Dragon Ball l'histoire tout simplement du Jump en 1995 en faisant le plus gros taux de vente de l'histoire de celui-ci. Je suis absolument pas fan du basketball en général comme sport, et Slam Dunk m'a totalement donné envie d'en pratiquer et d'en apprendre les bases. Et en apprendre les bases, c'est totalement ce que vous apprend Slam Dunk à travers son histoire. On va y suivre un jeune protagoniste qui n'a aucune compétence dans ce domaine-là et qui va petit à petit évoluer grâce à son développement psychologique sensationnel. Vraiment, il m'a mis une grosse claque. Et grâce à, comme nous le montre parfaitement Inoue, l'amitié provoquée par ce sport. Et sincèrement, en tant que manga de sport, c'est quelque chose qui a su me marquer grâce au talent de Inoue sur comment développer tout simplement un personnage. Et c'est une leçon magnifique à en tirer de ce manga-là. Si vous n'avez pas lu Slam Dunk, je vous conseille fortement d'y aller. L'anime reste totalement magnifique, mais je préfère tout de même l'expérience manga avec un découpage parfait et une qualité de dessin totalement sublime. Et en parlant de qualité de dessin sublime, le numéro 8, on possède de dessins très grandioses. Et que serait Vinland Saga sans cette qualité incroyable? Cette œuvre ne se résume bien évidemment pas qu'à ce côté artistique, mais un très gros point fort, et c'est le développement. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand un développement est géré à la perfection. Et c'est ce que vous trouverez dans Vinland Saga. Suivre l'aventure d'une thématique sur ce qu'est la vengeance, du point de vue bien évidemment de l'auteur. Cette thématique n'est forcément pas la meilleure, n'est peut-être pas la plus logique, mais le point de vue de l'auteur vous incitera tout simplement à suivre celle de son héros principal, Thorfinn, à la conquête du nouveau monde, surtout à la conquête d'un nouvel être. Et en parlant de la quête d'un nouvel être et de l'inconnu, il y a un manga qui sublime cet art, et c'est bel et bien Full Metal Alchemist. Il se retrouve donc à la 7e place de ce classement. J'ai déjà fait une vidéo globale sur ce manga là, mais pourquoi Full Metal Alchemist m'a marqué? Honnêtement, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'avais regardé l'animé Brotherhood, les thématiques étaient pas assez mises en avant, j'ai trouvé moins présentes que dans ma lecture de l'œuvre en
en manga. Arakawa fait ça parfaitement. C'est vrai que je dis ça pour tous les auteurs, mais c'est des auteurs que j'apprécie énormément et c'est pas pour rien qu'ils sont dans ce top 10. C'est parce qu'ils font toutes leurs thématiques vraiment très bien et c'est tellement bien mis en scène dans le découpage, dans la gestion du noir et du blanc, dans le dessin, dans l'expression faciale de tous ces personnages, mais surtout dans les relations, par exemple Edward et Alphonse, tout simplement les thématiques présentes dans l'œuvre, la recherche de soi, la recherche de l'inconnu, les religions, le blasphème et même l'alchimie en général, c'est un pur bonheur. J'ai dit que je trouvais l'alchimie un pouvoir extrêmement cool, mais il y a aussi un manga qui possède, je pense, le système de pouvoir le plus complet que j'ai pu voir dans un shonen, c'est Hunter x Hunter. C'est pas pour ça qu'il est à la 6ème place de mon top, mais c'est surtout parce que Hunter x Hunter possède énormément de points extrêmement complets, extrêmement bien développé, un lore vaste et riche, des relations entre les personnages tout simplement admirables, c'est du pur shonen et c'est très bien géré par Togashi. L'animé, moi, me fait un peu grincer les dents, même si je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Quand je dis animé, je parle bien évidemment de la version 2011 qui pour moi fait assez enfantin comparé à ce qu'il y a vraiment dans le manga ou dans la version 99. Et je parle pas de la violence ou de l'effet gore, je parle vraiment de comment ils abordent des thématiques de développement dans la version 2011. Le manga, lui, est une grosse claque. Togashi a un trait magnifique. C'est pas les petits dessins que vous voyez non finis. Hunter x Hunter a un énorme potentiel. J'ai extrêmement aimé l'œuvre. Le protagoniste principal, Gon, a un développement a priori assez basique, mais au final, il est vraiment très minutieux par ce côté égoïste de soi-même et je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur à l'œuvre et cela est totalement prospère à découvrir l'aventure. Et on arrive désormais dans le top 5 mes œuvres préférées. Et l'aventure a été le mot de fin pour Hunter x Hunter, mais c'est le mot définissant tout simplement One Piece qui est l'œuvre à cette 5e position. Je vous ai dit en début de vidéo que ça fait 15 ans que je lisais des mangas, et bien ça fait 15 ans que je lis One Piece. Semaine par semaine, je suis là et je lis One Piece, je découvre One Piece et c'est exceptionnel. Sincèrement, il n'y a pas d'autre mot en vrai pour définir One Piece. Tu peux pas dire que c'est nul, tu peux pas dire que pas ouf. Bien évidemment, il y a des défauts à l'œuvre. L'œuvre n'est pas parfaite, mais dans l'essence même de One Piece, tout ce qui est fait à la perfection. Et c'est vraiment du génie. Et de base, devait être juste un manga shonen classique de piraterie. Ça en est fini par tout simplement être, je pense aujourd'hui, l'un des plus grands mangas de l'histoire. Mais One Piece vous décevra obligatoirement à la fin. En tout cas, va décevoir une grande partie de la population qui lit One Piece parce qu'il y a trop de monde. On peut pas mettre tout le monde d'accord. Je sais que moi, je pense que je ne serai pas déçu de cette fin. Oda, lui, n'en sera pas déçu parce que cet homme écrit pour arriver à ce qu'il a pensé dès le début, ce qu'il a voulu nous transmettre, et tout ce qu'il a voulu nous transmettre depuis le début de l'œuvre a été fait extrêmement bien. Même si des fois ça a été redondant, long, ça a toujours été bien géré. Chacun a sa vision propre de l'œuvre. Moi, c'est la mienne. Elle a été top 2 très longtemps. C'est pas qu'elle est devenue plus nulle, c'est juste que j'ai trouvé mieux à mon goût et meilleur. Et en tout cas, One Piece restera à jamais dans mon cœur, sincèrement. On passe directement au top 4, Hajime no Ippo. Énormément de personnes ont vu cette œuvre. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a même été mis sur Netflix, donc beaucoup de personnes ont encore connaissance de cette œuvre-là. Mais beaucoup de ces personnes-là se sont arrêtées qu'à l'animé. Et c'est compréhensible, Hajime no Ippo est beaucoup plus long que One Piece. Il y a plus de 1400 chapitres, mais j'ai lu Hajime no Ippo jusqu'à la fin et jusqu'à la dernière goutte. Bon, c'est pas fini, c'est toujours en cours. Et quelle œuvre! Vraiment, j'ai dévoré chapitre par chapitre le découpage de Morikawa et j'ai pas les mots pour décrire ce découpage. J'ai envie de dire même que c'est tellement fluide en fait à lire. On pense que c'est si long, mais sincèrement non, ça s'est dévoré. J'ai lu ça en une semaine, même pas. C'est une œuvre qui parle de boxe. Je déteste ce sport. Sincèrement, aucun intérêt de voir deux personnes se taper pour de l'argent, pour de la notoriété ou ce que vous voulez. C'est totalement débile pour moi, mais Ippo a été une leçon totalement folle. Sincèrement, dès le début, on veut nous apprendre ce qu'est réellement la force. Ippo se concrétise comme un shonen neketsu, dépassement de soi, entraînement, etc. mais nous rapporte une thématique philosophique qui n'est pas propre au style du shonen et Morikawa va développer tout cela tout au long de l'œuvre en y semant, comme l'a dit l'entraîneur, des petites graines de développement dans chaque petit chapitre et mis bout à bout en fait une œuvre grandiose. Qu'est-ce que la force? Eh ben Morikawa nous donnera son avis à travers la boxe, à travers Ippo, à travers tout simplement des valeurs totalement humaines et quotidiennes mais gérées par un génie du dessin. Et ben si j'avais l'occasion de parler avec Ippo afin de lui expliquer ma vision de la force, je lui dirais tout simplement d'aller lire Vagabond, le manga qui est à la 3e position. Alors sincèrement, je n'ai aucune idée de comment aborder l'explication de Vagabond. J'ai fait une vidéo qui d'ailleurs ma vidéo la plus vue de la chaîne, au passage je le trouve qu'elle a assez mal vieilli, et expliquer Vagabond comme ça,
en 1 minute ou 2, c'est impossible. Vagabond est une œuvre. Sincèrement, quand j'ai lu les 2 premiers tomes, je me suis arrêté, j'ai regardé le plafond et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire là? Je vous disais avant dans la vidéo que je kiffais les mangas où le développement était là et ça se voyait, c'était bien fait par l'auteur. Et dites-vous que Vagabond, c'est un manga où il n'y a pas énormément de personnages, c'est pas si long que ça, et c'est juste du full développement. C'est une histoire vraie, enfin c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie, et comment Inoue a réussi à s'imprégner de cette histoire afin de retranscrire au lecteur ce qu'est la force, ce qu'est la valeur de la vie, la valeur du voyage, ou même l'importance de l'amour pour un homme, ce qu'est la valeur du sabre. Sincèrement, il faut juste le lire pour le comprendre. Pour expliquer Vagabond, c'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas encore sorti cette vidéo d'analyse Vagabond complète. Moi, il faudrait qu'elle soit à la hauteur de Inoue et de son génie, et honnêtement, j'ai pas encore ce truc là. Je pourrais sincèrement la sortir et je pense qu'elle serait très bien, mais en fait, j'attends que assez de personnes aient lu Vagabond pour comprendre là où je veux en venir et là où Inoue est arrivé. C'est un manga qui n'a pas de fin, proprement parlé comme un manga classique, mais qui possède Vagabond The Last Exhibition, qui fait lui office de fin à l'œuvre. Et je n'ai jamais lu un manga où la fin se passe en un seul chapitre, qui retrace 37 tomes avec la vision la plus détaillée, et en une seule, même 2 planches, nous explique parfaitement la thématique principale de l'œuvre. On n'a eu aucune réponse en 37 tomes. Sincèrement, si je dois définir le génie pur, pour moi c'est Vagabond. Et quand j'avais lu cette œuvre, je l'avais mis directement top 2 et je disais en story, le personnage principal se tape avec mon personnage préféré, toute œuvre confondue, tellement il m'a impacté dans le développement. Sincèrement, c'est incroyable. Lisez, je vous en conjure, lisez s'il vous plaît Vagabond. Après la valeur de la force, la valeur du samouraï, le top 2 parle de la valeur d'un général. Monsieur Hara a géré parfaitement son manga. C'est d'ailleurs la dernière œuvre que j'ai lue. Kingdom, un manga qui parle de l'histoire de la création de la Chine. Il est un pays unifié, mais il y a plusieurs années, il y a plusieurs siècles même, la Chine était divisée en 7 pays. 7 pays menaient un équilibre parfait puisqu'ils pouvaient pas forcément s'attaquer les uns les autres. Si un pays prenait la décision d'attaquer un autre pays, il devait aussi prend la décision de se défendre, puisque de l'autre côté, un pays pouvait l'attaquer, ayant des frontières beaucoup trop proches. Et c'est dans ce monde vaste de chaos qu'un roi nommé Heisei souhaite tout simplement l'unification de ces 7 pays par la force. On va y suivre un développement shonen, protagoniste Shin, dans un manga parfaitement seinen. Et l'évolution psychologique de Shin est incroyable, l'importance des stratégies, c'est d'ailleurs un tout nouveau pour moi système de combat que j'ai appris à découvrir, mais c'est pas nouveau, c'est la stratégie de tous les jours, sauf que mis comme cela dans un manga, ça a été très bien montré, et surtout l'auteur suit parfaitement l'histoire originale de la Chine. Bien évidemment c'est romantisé, Chine n'est pas censé exister, mais sincèrement, moi qui n'a aucun intérêt pour la Chine, et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là, c'est devenu une histoire totalement passionnante pour moi. J'ai envie d'ouvrir des livres d'histoire des petits Chinois qui parlent de leur pays, afin de découvrir la suite du manga. On en est arrivé là. Et surtout la gestion du bien et du mal, de qui est le méchant, de qui est le gentil, c'est trop bien fait. On est techniquement du côté des protagonistes Heisei et Shin, mais ce qu'ils font s'appelle techniquement une dictature. Donc pour un pays, protéger ses valeurs, sa culture et ne pas se faire absorber par l'assaillant, c'est totalement normal. Donc on prend aussi parti pour l'ennemi, mais au final, on revient aux valeurs de nos protagonistes parce qu'on les trouve sensés et justes. Donc ça fait aussi de nous lecteurs des partisans du bien, mais aussi du mal. Je vous laisserai découvrir cela si ce n'est pas bien évidemment déjà fait. Et on passe directement au top 1, qui d'ailleurs je pense n'est une surprise pour personne, ça ne le sera jamais. Dragon Ball ne bougera jamais, j'ai du bien, jamais de cette place. C'est pour moi le plus grand manga de tous les temps, la plus grande œuvre de l'histoire de la fiction. Ce qu'a fait Akira Toriyama est juste sensationnel. Je peux en parler des heures, mais vous prenez tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, vous le mélangez, et ça fait Dragon Ball. Sincèrement, cette œuvre est tellement complète, tellement exceptionnelle sur chaque point, sur chaque développement, sur chaque combat, sur chaque thématique, découpage. Elle me rend totalement fou. Je vous promets que Dragon Ball n'a pas son égal sur cette terre. Tout simplement. C'est le plus grand, le meilleur manga de tous les temps. Et si vous voulez une explication à cela, vous avez juste à regarder ma chaîne et chaque vidéo sur chaque thématique, sur chaque personnage, je vais expliquer des points auxquels les gens n'ont pas forcément d'explication parce qu'ils pensent que c'est une œuvre nostalgique, ils ont regardé ça quand ils avaient 4 ans et depuis ils n'ont plus jamais retouché cette œuvre, ils connaissent que la saga Namek avec Goku Super Saiyan 1, ils oublient tout le développement de Goku, tout simplement juste de dire comment un petit garçon qui de base ne savait même pas ce qu'était une voiture ou une fille a su devenir à la fin le plus grand personnage de tous les temps. Et j'aime toujours utiliser cette phrase en disant que Goku ne connaissait rien et qu'il a fini par devenir l'espoir de l'univers.
parce que les gens, ils le captent pas. Ils se disent pas que Goku, il s'est sociabilisé grâce à sa rencontre avec Bulma, mais qu'il s'est sociabilisé à l'humanité grâce d'ailleurs à la seule chose qu'il avait de cette humanité, qui sont les arts martiaux. Et vous voyez, c'est ça mon problème, je vais partir dans une analyse sur une vidéo top. Et j'aimerais bien me laisser cette analyse pour une grosse vidéo Dragon Ball qui arrivera un jour. Cette vidéo marquera, je pense, un tournant de cette chaîne. Voilà, j'en dis pas plus. C'est pas tout, mais on est arrivé du coup à la fin de ce top. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, que mes goûts ne sont pas si catastrophiques pour vous. J'attends bien évidemment le vôtre en commentaire, ça m'intéresse fortement de voir les goûts et les couleurs de chacun d'entre vous. Moi j'ai plus grand chose à vous dire, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. You